Bonjour, donc merci à la commission scientifique et au comité d'organisation de m'avoir convié à cette session. C'est toujours un plaisir de participer aux sessions infirmières, je trouve que c'est toujours très riche en débat et je dois dire que je suis aussi assez impressionné par la qualité de l'interactivité et des questions qui sont posées. Je vois que vous êtes déjà assez expert. Donc on m'a demandé de parler d'une thématique qui est très intéressante vers une ventilation personnalisée, d'entre autres de vous parler de ventilation assistée proportionnelle et de pression œsophagienne. Alors ça, je trouve ça un petit peu difficile. Je ne sais pas qui a déjà vu un mode de ventilation assistée proportionnelle parmi vous. Ouais, c'est le cas aussi pour tous les médecins, hein, généralement. Et qui a déjà vu utiliser ou utiliser la mesure de la pression œsophagienne? Ouais, pareil. Donc je vais commencer comme courte introduction par vous montrer que la ventilation personnalisée, finalement, on y pense un petit peu tout le temps. Il faut savoir personnaliser les réglages du respirateur à un patient donné. Et on peut utiliser, déjà pour commencer, des indices mécaniques simples au lit du malade pour améliorer cette personnalisation. Donc, qui a déjà entendu le terme driving pressure? Voilà, beaucoup plus, parce que c'est un indice mécanique assez récemment mis en évidence comme permettant peut-être de mieux personnaliser le réglage du volume courant. Donc je vais faire une introduction sur la driving pressure et puis après je vais dériver sur la pression œsophagienne et la PAF+. Donc voici mes liens d'intérêt, j'en ai très peu. Je signale juste qu'il y a maintenant 2 ans, j'ai reçu une rétribution pour une conférence dans un symposium par Medtronic qui commercialise la PAF+, mais je vous assure que ce n'est pas de nature à modifier mon propos. Donc la ventilation protectrice, on va commencer par un patient qui serait sous ventilation mécanique invasive contrôlée. Quand on parle de ventilation protectrice, c'est parce que quand on voit une coupe de scanner d'un sujet normal, on voit que tout le poumon est bien aéré et un patient qui a un syndrome de détresse respiratoire aiguë, on voit que le volume pulmonaire disponible pour la ventilation est très réduit. C'est le concept dit de baby lung, de poumon de bébé, et c'est pour ça que quand on met un volume courant dans ce poumon qui sera un volume courant standard qu'on pourrait mettre à la limite dans cela, ça va surdistendre et générer des lésions induites par la ventilation artificielle. Martin Dress vient de nous en parler. Et du coup, quand on dit surdistendre, il faut avoir une idée de ce que c'est la distensibilité d'un système, et ça se mesure par quelque chose qu'on appelle la compliance, peut-être vous en avez parlé hier. Pour l'instant, juste, on règle un volume courant sur 6 ml/kg de poids idéal théorique. Ça veut dire sur 6 ml/kg en fonction du sexe et de la taille. Mais quelqu'un de grand comme moi, mon 6 ml/kg, je suis un des seuls où c'est 500 ml à peu près. Mais si j'ai le poumon très atteint, c'est peut-être beaucoup moins. Moins atteint, c'est peut-être un peu plus. C'est très difficile de personnaliser là-dessus. C'est assez imparfait. Donc la distensibilité d'un système, c'est la compliance, on a dit, et ça se mesure, en fait c'est assez intuitif, c'est une variation de volume sur une variation de pression. Ça veut dire que quelque chose qui est très compliant, c'est quelque chose qui est très facilement distensible. Donc si je mets un tout petit peu de pression, d'accord, un tout petit delta de pression, il va y avoir un grand delta de volume. Quelque chose qui est très peu compliant, donc sur une courbe pression-volume, ça va se représenter comme ça. Très peu de pression, beaucoup de volume. Quelque chose qui est très peu compliant, pour un même volume, il va falloir pousser très fort. Mais le système respiratoire, ce n'est pas juste un ballon. C'est comme plein de petits ballons connectés. Et du coup, si on représente une unité respiratoire complètement arbitraire, ce n'est pas le reflet de la réalité, mais qui aurait une compliance de 1 ml par centimètre d'eau, ça veut dire que si on pousse 1 cm d'eau de pression à l'entrée, va rentrer à l'intérieur 1 ml. D'accord? C'est ça la compliance. Maintenant, si on connecte 2 unités respiratoires l'une à l'autre, qui ont la même compliance spécifique, alors si on pousse 1 cm d'eau à l'entrée, va rentrer 1 ml dans chaque unité respiratoire. Du coup, la compliance du système, c'est 2 ml par centimètre d'eau. Et ça, c'est très important parce que si maintenant on a un système, disons, qui a une compliance à 30 ml par centimètre d'eau, on peut le concevoir comme 30 unités respiratoires de chacune 1 ml par centimètre d'eau. Ce qui veut dire à l'inverse que si ce système devient malade et que, par exemple, il a un SDRA avec une grosse condensation ici, une amputation de 50% du volume, la compliance diminue de 50%. Et donc la compliance du système thoraco-pulmonaire, c'est un reflet du volume disponible pour la ventilation, et donc de la sévérité de l'atteinte. Et du coup, ce qui serait beaucoup plus pertinent,
ce serait non pas de rapporter le volume courant en millilitres kilo, c'est-à-dire en sexe et taille, mais le volume courant sur le volume disponible pour la ventilation. Et comme la compliance est un bon marqueur de ce volume disponible, quelque chose qui serait intéressant, ce serait le volume courant divisé par la compliance. Eh bien, c'est ça la driving pressure. D'accord ? Et la driving pressure, on la mesure comment ? On la mesure, alors je n'ai pas le temps de vous montrer pourquoi c'est égal à ça, mais on la mesure comme la pression de plateau qu'on monitore toujours en ventilation assistée contrôlée, donc la pression intra-alvéolaire en fin d'inspiration, moins la pression intra-alvéolaire en fin d'expiration, donc la PEP, plutôt la PEP totale. Donc c'est ça la driving pressure. Et ça, c'est très facile à monitorer au quotidien. Dans nos services, les infirmières monitorent sur la pancarte infirmière la pression de plateau et la PEP, et on peut en permanence avoir la driving pressure, qui est donc égale au volume courant divisé par la compliance. Il y a une étude relativement récente d'un Brésilien extrêmement brillant en physiologie, Marcelo Amato, qui a repris une compilation de données individuelles de patients inclus dans des grands essais randomisés dans le SDRA, qui nous a montré qu'il faut que cette driving pressure reste inférieure ou égale à 14, sans quoi il y a une augmentation du risque de mortalité. Il a fait une analyse statistique très impressionnante pour démontrer ça, qui s'appelle une analyse de médiation, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ces données sont très convaincantes et la pertinence physiologique est là. Donc ça, c'est un premier progrès qu'on a fait récemment, un petit peu dans la compréhension des indices mécaniques qu'on a à disposition très facilement au lit du malade, qui peut être monitoré par les infirmières et infirmiers pour pouvoir mieux personnaliser ou mieux, du coup, apprécier la dangerosité éventuelle du volume courant. Et c'est faisable. Récemment, un papier très récent de l'équipe de Toronto qui a montré que si on monitorait correctement au quotidien ces indices mécaniques, et c'est vraiment faisable en faisant une pause téléinspiratoire, une pause téléexpiratoire, eh bien on peut utiliser le ventilateur comme un outil d'exploration fonctionnelle, réajuster les réglages, et finalement c'est associé à une amélioration de l'oxygénation et de la mécanique respiratoire des patients. Donc c'est important et c'est très opérant et c'est finalement assez facile à faire, il faut juste le faire. Alors maintenant, si on fait respirer le patient, on rentre dans un domaine beaucoup plus complexe qu'on appelle les interactions patient-ventilateur. Alors on a commencé à l'aborder là un petit peu avant avec Martin Dress. L'ISPIQ, j'imagine, va vous en reparler sur l'analyse des courbes du respirateur. Quand un patient respire spontanément, on s'attend à ce que le ventilateur délivre dans le même temps une insufflation qui soit synchrone à son effort inspiratoire, c'est ce qu'on appelle la synchronisation patient-ventilateur. Mais on s'attend aussi, c'est le but, et ça c'est beaucoup plus compliqué, à ce que le niveau d'assistance que l'on règle sur le respirateur génère un effort respiratoire qui soit dans une zone normale. Parce que plus on augmente le niveau d'assistance sur le respirateur, plus en réponse le patient va diminuer son effort respiratoire. C'est le principe de la ventilation assistée. Mais ce qui est difficile, c'est de personnaliser ce niveau d'assistance pour obtenir un niveau d'effort respiratoire qui soit dans une zone normale. Le concept est le suivant. Quand on respire, on fait travailler nos muscles respiratoires contre une charge respiratoire. Cette charge respiratoire, vous, en ce moment, en respirant, vos muscles respiratoires, on ne s'en rend pas compte, mais travaillent contre une charge respiratoire, c'est la compliance, la distensibilité du système et les résistances du système. Il faut réussir à faire rentrer de l'air à travers les résistances et à distendre notre système respiratoire. Bon, on ne travaille pas beaucoup là en ce moment, d'accord, mais c'est ça le travail qu'on fait. Si on avait une petite échelle de travail respiratoire, on verrait qu'on est dans une zone de travail respiratoire normale, on respire tranquillement. Nos patients, ils ont une charge respiratoire très augmentée, ils ont des résistances augmentées ou une compliance diminuée, du coup, ils font un effort très important. Ils peuvent être éventuellement en détresse respiratoire, et c'est pour ça qu'on rajoute une sorte de contrepoids. D'accord ? Alors, il faut réussir à suivre le système de Pouly, mais quand on rajoute un petit peu de poids, hop, on soulage un peu l'effort respiratoire du patient. Ça, ce serait une situation où le patient est sous-assisté. On n'a pas mis assez d'assistance. Ici, on a mis un niveau d'assistance correct. À nouveau, le patient fait un travail respiratoire normal. Et là, on est dans une zone de surassistance, et Martin Dress vient de nous montrer que c'était peut-être pas forcément bon la surassistance, qu'il pouvait y avoir du myotrauma, qu'il pouvait y avoir du ventilator-induced diaphragmatic dysfunction, que peut-être le mettre au repos le diaphragme, c'est très délétère. Ce qui est très compliqué en pratique clinique, c'est que ça, c'est vrai à un instant donné. L'instant d'après, le patient peut faire une atélectasie, peut augmenter ses sécrétions, et le niveau d'assistance qui était de la surassistance le coup d'avant devient le niveau d'assistance idéal le coup d'après. Et en pratique clinique au lit du malade, on n'a pas de mesure du travail respiratoire, une estimation très imparfaite de la charge respiratoire, et c'est donc très difficile. Et ce qu'on utilise, c'est les extrêmes.
C'est-à-dire, soit le patient est en détresse respiratoire et on dit « Ah, c'est pas bon, il n'est pas assez bien ventilé », soit on observe sur l'écran du respirateur des anomalies de synchronisation qui sont l'extrême de la surassistance. Ici, ce sont des efforts inefficaces, c'est-à-dire que le patient reçoit un tel volume parce qu'il est surassisté qu'il n'a pas le temps de tout expirer et quand il fait un effort, il n'arrive même pas à déclencher le respirateur. D'accord ? Et du coup, si on voulait personnaliser l'assistance pour être à peu près par là, c'est très difficile parce qu'on ne sait détecter que ça ne va pas du tout dans un sens ou ça ne va pas du tout dans l'autre. Et donc la personnalisation n'est pas très bonne. Alors, ce sont des situations ça, très fréquentes. Hein. Les asynchronies qui montrent qu'on ne fait pas bien du tout, c'est un quart des malades quand c'est évalué. Alors, une manière de mesurer directement l'effort respiratoire du patient, de mesurer quantité d'autre chose, c'est de mettre un ballonnet dans l'œsophage et de mesurer la pression dans l'œsophage. Donc, c'est le principe de la sonde œsophagienne ou du cathéter œsophagien. Vous voyez ici, alors, sur celui-là, il y a 2 ballonnets, un pour l'œsophage, un pour l'estomac. Pourquoi c'est intéressant la pression dans l'œsophage? Quand on regarde où est l'œsophage, il est au contact de la plèvre et puis la paroi œsophagienne est très très facilement distensible. Du coup, la pression pleurale est transmise à l'œsophage et la pression œsophagienne est une estimation de la pression pleurale. Du coup, quand on mesure la pression dans l'œsophage, on considère qu'on mesure la pression dans la plèvre et la première chose qu'on peut faire, c'est de mesurer un petit peu les pressions transmurales des différents compartiments du système respiratoire. Donc on peut mesurer la pression transpulmonaire, c'est-à-dire la pression intra-alvéolaire moins la pression pleurale, qui est la pression de distension des poumons. Et il y a un travail qui avait été fait dans le SDRA où les auteurs avaient ajusté la PEP pour que cette pression transpulmonaire soit positive au cours de l'expiration, parce qu'on se rend compte que dans le SDRA, où il y a des grosses condensations postérieures, parfois à la phase expiratoire, la pression pleurale est très importante et du coup, la pression transpulmonaire est négative, suggérant qu'en fait, on favorise l'atelectasie. Et donc, en réglant la PEP pour positiver cette pression transpulmonaire, c'était pour favoriser du recrutement. Alors, dans cette étude, il n'y avait pas d'effet majeur, mais il y avait une tendance à une amélioration sur la mortalité. Donc ça, c'est pour personnaliser la PEP dans le SDRA, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, chez un patient qui respire spontanément, quand on regarde la pression œsophagienne, on voit les efforts inspiratoires du patient. Là, on est en VSED où la pression dans les voies aériennes est constante. En revanche, le patient fait plein d'efforts inspiratoires différents. Et du coup, on peut aussi repérer assez facilement des phénomènes de perte de synchronisation, ici un effort inefficace, où on voit le respirateur qui délivre 5 cycles et le patient qui avait fait 10 efforts inspiratoires. Alors c'est très complexe après, mais on peut dériver de ce signal de pression œsophagienne quantité de signaux, alors si on a aussi la pression gastrique, qui nous donne des indices sur l'effort du malade. La pression transdiaphragmatique, c'est la pression que fait le diaphragme. La pression musculaire réelle, qui est la différence entre la pression œsophagienne en conditions actives et la pression œsophagienne telle qu'elle serait en conditions passives avec l'insufflation du même volume, c'est la pression musculaire globale faite par les muscles respiratoires. Et puis les physiologistes tirent d'autres indices, je ne vais pas rentrer dans le détail, le travail respiratoire, on met la pression œsophagienne contre le volume, l'air sous la courbe de la pression musculaire qu'on appelle le PTP œsophagien, tout ça, ça nous donne des indices d'effort respiratoire. On va dire c'est hyper complexe, mais en fait non, parce qu'il suffit de connaître les valeurs normales, et maintenant il y a des petits dispositifs qui le calculent en temps réel au lit du malade. Donc ça pourrait être utilisé pour personnaliser l'assistance, l'aide inspiratoire, en fonction d'un niveau d'effort inspiratoire normal. D'accord, mais pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas encore fait et il n'y a pas eu d'étude qui a montré qu'il y avait un bénéfice. Donc on est à ce stade, hein, il faut déjà faire des études et puis après voir s'il faut une diffusion plus large sur le plan clinique. Alors, très brièvement, la ventilation assistée proportionnelle, c'est un mode ventilatoire au cours duquel le ventilateur a un moyen de détecter la quantité d'effort inspiratoire que fait le patient de manière instantanée, de délivrer une pression dans les voies aériennes qui soit directement proportionnelle à cet effort. D'accord ? Donc ça veut dire que quand, en assistance proportionnelle, la pression musculaire augmente, eh bien l'assistance délivrée vraiment à l'instant T est proportionnelle à cet effort respiratoire. Je ne vais pas vous décrire tout le fonctionnement de ce mode qui s'appelle PAF+, pour ventilation assistée proportionnelle, plus c'est pour une automatisation du mode, mais globalement, le ventilateur recalcule la pression totale nécessaire pour faire rentrer de l'air dans le système et ajuste sa pression pour qu'il reste un pourcentage de cette pression totale, et ce pourcentage, c'est réglé par le clinicien. Donc, je vais aller vite parce que je vois que je suis à la fin. Cette pression dans les voies aériennes est du coup directement proportionnelle à la pression musculaire faite par le patient. Et on a fait une étude dans laquelle on a montré
pardon, qu'on peut, voilà, je suis désolé, qu'on peut concevoir une grille, j'avais juste 3 diapos, hein, concevoir une grille qui nous donne en fonction de la pression dans les voies aériennes, la pression musculaire, puisqu'il y a un rapport de proportionnalité direct entre les deux. Et on avait fait une étude où on a voulu utiliser cette grille, qui est un moyen très simple de recalculer en PAF+, directement au lit du malade, l'effort qui est fait par le patient. Et ça, c'est génial parce que c'est la première fois qu'on peut le faire en ventilation assistée. Vous avez vu, sinon, il faut mettre une sonde œsophagienne, c'est un petit peu compliqué. En ventilation proportionnelle, on a un accès direct à l'effort que fait le patient. On peut le mesurer en regardant la pression dans les voies aériennes du ventilateur et le pourcentage d'assistance qu'on a réglé. Et on peut réajuster le niveau d'assistance pour maintenir le patient dans une zone d'effort respiratoire normale. On a fait une étude de faisabilité qui a montré que c'était complètement faisable. Et donc, en conclusion, on peut dire qu'il faut déjà utiliser les moyens simples qui sont à notre disposition au quotidien pour personnaliser l'assistance, c'est-à-dire mesurer la mécanique respiratoire et déjà correctement adapter les volumes qu'on délivre en fonction de cette mécanique respiratoire mesurée. Il faut savoir examiner le patient et les courbes du ventilateur pour détecter les situations extrêmes, et que la pression œsophagienne, vous avez vu, ça permet à la fois de mesurer la pression de distension des poumons, mais aussi de détecter et de quantifier l'effort inspiratoire du patient. C'est très intéressant, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu au stade de recherche. Et la ventilation assistée proportionnelle, ça peut être très utile pour personnaliser directement l'assistance pour le malade. Et il y a une étude randomisée multicentrique internationale en cours pour voir si ça a un effet par rapport à la VSL. Voilà, je vous remercie et je suis disponible pour vos questions.